Tu veux suivre Sedan partout, tout le temps, maintenant ? Télécharge dès à présent l'application Drapeau Vert Carton Rouge, disponible sur App Store, Play Store et Android TV. Drapeau Vert Carton Rouge, le média 800% CSSA. Amis supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette 39e et dernière édition de la saison 4 de Drapeau Vert Carton Rouge. Soyez les bienvenus les amis en ce lundi soir, lundi 22 juin. Si vous nous écoutez en direct, installez-vous confortablement. Si vous nous écoutez en podcast la semaine sur les plateformes de streaming, eh bien installez-vous également confortablement. Drapeau Vert Carton Rouge, toutes les bonnes choses ont une fin les amis. 39e émission de cette 4e saison. C'est la dernière, c'est un vrai plaisir que de vous retrouver en ce lundi soir où l'on va débriefer des VCR 4.39, l'heure du bilan. Bah oui, on va débriefer la saison complète du CSSA, bien évidemment dans un esprit constructif et bienveillant. Et à propos d'esprit constructif et bienveillant, ce soir j'ai une team orientée journaliste. Ça va argumenter, ça va donner son avis, ça va tenir ses positions sévères, à commencer par celui qui nous vient de Paris et qui bosse la semaine pour, on trahit pas de secret, mais pour Sud Radio. Monsieur Mathéo, comment allez-vous ? Salut Thibaut, salut tout le monde. Bah écoute, ça va bien, hein, chaudement comme tout le monde, mais ça va. T'es quoi ? T'es bleu, à point, cramé complètement là à Paris ? Non, je suis pas à Paris là, cette semaine je suis resté dans les Ardennes, je suis en télétravail, j'ai de la vacances. Donc je suis au frais. Il est malin. Lui, il est très certainement par contre en train de cramer du côté de Paris. C'est Julien qui est avec nous également ce soir. Comment ça va Julien ? Bonsoir à tous, ouais je te confirme, on crame bien à Paris là, il fait très chaud. Combien il fait dans ton appart actuellement sans trahir de secret là ? Alors j'ai la clim mais il y a quand même 30 degrés. Oh la vache, 30 degrés avec la clim. Ah sous les toits hein. Bon courage à toi. Un autre journaliste pour compléter l'équipe de ce soir, Robin est avec nous. Comment il va Robin ? Il a pas démuté son micro Robin, alors du coup ça ne fonctionne pas. On n'y est pas. T'es avec nous Robin ou pas ? Non, il nous rejoindra dans quelques instants. Et puis pour contrecarrer cette équipe de journalistes, lui a voulu faire des études de journalisme, mais à l'examen, il a commencé à faire... Et du coup, il s'est fait sortir de la salle avant même de pouvoir passer l'examen. Cher Donald, comment allez-vous ? Ah, tu te racontes pas trop des histoires. Bon écoute, il y en a, ça va chaudement. Il y en a qui se racontent des histoires. Vous savez, les personnes âgées, ça supporte pas bien la chaleur, moi. Ça a pas de mal. Ça y est, tout ça parce qu'il a des lunettes juste au bout du nez. Non mais il y en a qui se racontent des histoires sur une éventuelle promotion du CSSA, si éventuellement il y a plein de clubs de N2 qui montent pas, etc. Moi je me raconte des histoires sur tes études, Donald. T'en as fait des études quand même. De gros tas. Des études de gros tas. Ouais, et bah c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on a récupéré Robin ? Tout ça pour finir trésorier de DVC. Hein. c'est déjà bien, trésorier de DVC. C'est mon objectif déjà, dès mes 15 ans. Objectif atteint. Robin, est-ce que t'es avec nous ou pas ? Non, on n'a toujours pas récupéré Robin. Si, ça y est, ton micro est démuté, mais on ne t'entend pas, cher ami. Il faut faire... Est-ce que vous m'entendez ou pas ? Oui, on t'entend, ça y est. Comment ça va, Robin ? Ah, ben enfin, ça va super. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On t'entendait juste avant de commencer l'émission, et puis là, tu disparais. C'est quoi le problème ? Il y a un sabotage ? Écoute, le temps que je mette un double écran sur Argentine-Autriche, j'entendais plus rien. Ah ouais, c'est ça. Tu vois, c'est la Coupe du Monde et plus rien n'existe. On essaye de faire plein de choses à la fois. C'est un peu mon problème aussi. Les amis DVCR 4.39, vous êtes déjà beaucoup à nous rejoindre. Je le disais, c'est l'heure du bilan. Et au sommaire de ce DVCR, bien évidemment, les petites infos que je vais avoir à vous donner. Là, on écoutera la minute du district de l'ami Benoît avec les résultats notamment des finales de Coupe des Ardennes qui se sont déroulées
le week-end dernier, vous saurez tout. Et puis on passera au débrief de cette saison. On se demandera si le CSSA a tout de même fait une saison réussie malgré la non-montée. Je vous demanderai, messieurs, quels sont vos tops et vos flops en termes de moments passés cette saison. On parlera mercato, bien évidemment. On parlera du staff et notamment d'Elise Bussaglia. On se posera la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, là, dans cette période de mercato, cette intersaison qui va être hyper intéressante à suivre du côté du CSSA. Il y a déjà des petits mouvements, des petites choses qui se passent, vous verrez. Et puis, pour finir, je vous demanderai à vous et aux auditeurs également de mettre une note à cette saison. Il faudra s'exprimer. Il y a pas mal de sondages, il y a pas mal de choses comme ça. Le WhatsApp de DVCR est en rade. Je vous expliquerai pourquoi dans l'émission. Comme ça, notre ami Florian n'est pas là. Et il n'y est pas étranger, l'ami Florian, mais c'est pas grave, on y reviendra tout à l'heure. On ne finira pas par un Dudule quiz, puisque nous n'avons pas de vainqueur au prono qu'on n'a pas lancé. Donc forcément, voilà, on finira tranquillement sur le débrief du CSSA. Les amis, voilà pour ce menu DVCR 4.39. Je vous propose de passer maintenant aux petites infos de Thibaut. À commencer par une nouvelle qui est venue de la page Facebook CSSA Association. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment on est sur des épisodes caniculaires assez marqués. Figurez-vous que l'ensemble des entraînements de la semaine a été annulé purement et simplement pour que les joueurs du CSSA puissent rester chez eux, les jeunes joueurs notamment du CSSA. Cette décision a été prise en concertation avec les encadrants du club compte tenu des risques liés aux températures exceptionnellement élevées. Nous vous invitons à rester prudents, bien évidemment, à bien vous hydrater, à éviter les activités physiques intenses. Voilà, c'est les vacances avant l'heure, c'est tout. Alerte canicule donc et annulation des entraînements. Je vous l'annonçais la semaine dernière, les remboursements cashless du côté de vos cartes pour payer à la buvette sont à faire avant le 25 juin, donc il vous reste 3 jours. Si vous voulez vous faire rembourser, vous savez, les petites cartes que vous avez, imaginons qu'il reste 3, 4, 5, 7 euros, peut-être plus, que sais-je. Ça y est, t'as compris que c'était pas des bracelets ? Ouais, j'ai vu les commentaires. Non, mais je suis un mec qui aime progresser. Hein. Bon, je sais pas, et ça prouve bien que on bosse, qu'on est en tribune. Tu vas jamais dans la tribune ? Jamais. Franchement, je pense que ça fait bien 3 ans que je suis pas allé en tribune d'honneur. Et voilà. Bon, si vous voulez vous faire rembourser, en tout cas, les amis, vous suivez le lien via la page Facebook du CSSA, Club Sportif Sedan-Ardennes, page officielle. Je peux peut-être même vous le replacer comme ça tranquillement en commentaire. Vous allez vous faire rembourser. Attention, il faut que ce soit fait avant le 25 juin. Et puis un petit point concernant les adhésions drapeau vert, carton rouge. Vous êtes 64 à nous avoir rejoints. Grand merci aux dernières personnes. Je fais un petit point aussi sur l'appli DVCR. Je ne sais pas si vous avez vu, messieurs, je ne sais pas si vous jouez actuellement, vous, mais on a un concours de pronos qui s'appelle Esti DVCR qui est en cours sur la Coupe du Monde notamment. Vous êtes plus de 100 à participer à ce concours de pronos. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, totalement libre. Vous téléchargez l'application DVCR sur App Store et sur Play Store. Et puis ensuite, il suffit de faire vos petits paris avant que les matchs aient lieu. Voilà, messieurs, pour ces petites infos que j'avais à vous donner en début de semaine. On se retrouve juste après la minute du district de l'ami Benoît. Salut à tous les amis Drapeau Vert, carton rouge, bienvenue dans cette dernière minute de district de la saison. On a eu super chaud tout au long du week-end et pas que par les météos, le jeu aussi était d'une extrême qualité. Pour ces finales de Coupe des Ardennes, on a eu l'intégralité des coupes qui se sont jouées et on va commencer par vendredi soir la Coupe Roger Marche. Il y avait forcément l'une des deux équipes qui allait faire le doublé Coupe Championnat entre la réserve de l'Ocpam, championne de R2, et l'équipe de Boulzicourt, championne de D2. Et la victoire est revenue à l'équipe de l'Ocpam 2-0 dans une ambiance incroyable, offerte par les supporters de Boulzicourt qui ont fait
tremblé tout le stade du Petit-Bois vendredi soir. Bravo à tout le monde pour cette ambiance magnifique. Et de l'ambiance, on en a eu partout tout au long du week-end. Sur les autres finales seniors et seniors féminines, on a eu la victoire de TRM2 face à Cheveuge en Coupe Renoir, celle de Vrinoise au bout du suspense de la prolongation 3-2 contre Monthermé en Coupe Andry et la victoire de Nouzonville en Coupe Bonnefille qui s'est défaite de l'équipe de Noyer-Pomogy. En Coupe féminine, victoire renversante en Coupe Annie-Simon de Ballan face à Machaut 6-3 et de l'AMC qui s'est offert le titre Élise Boussaglia 3-1 contre Buzancy. Pour être totalement complet, samedi, c'était les finales jeunes et la Coupe U13, victoire de l'OCPAM face au CSSA. En U15, c'est le CSSA qui a battu l'OCPAM. Et enfin en U18, de nouveau une victoire de l'OCPAM, cette fois-ci face à l'équipe des Évels. Le district remercie l'ensemble des équipes, des supporters qui sont venus tout au long du week-end et des clubs qui ont accueilli les finales, à savoir l'OCPAM, l'entente sportive de Charleville et le CA Villesmeuse. Merci à tous de m'avoir écouté et bonne émission à tous. Tu veux suivre Sedan partout, tout le temps, maintenant ? Télécharge dès à présent l'application Drapeau Vert Carton Rouge, disponible sur App Store, Play Store et Android TV. Drapeau Vert Carton Rouge, le média 800% CSSA. Un grand merci Benoît pour la qualité de tes interventions cette année. Grand bravo également à toutes les équipes qui ont remporté les différentes Coupes des Ardennes. Les amis, c'est maintenant, c'est tout de suite. Je vois, vous me faites rire parce que vous êtes tous en train de mettre vos commentaires et de jeter ça comme ça en disant ouais machin, il y a ci, il y a ça et tout. Moi je mets ci, moi je mets ça, moi je change ça. Et ben figurez-vous que c'est parti. On va débriefer. L'heure du bilan, c'est maintenant. On va mettre de l'ordre dans tout ça. On va passer au débriefing de la saison. Copain Vincent de la Ligne Vert et Rouge qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Scapler qui a été un petit état du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait trop bizarre. Voilà, c'est fini. Après 28 matchs, en tout cas en R1, plus un match en Coupe de France, quelques matchs en Coupe Grand Est, pas de match en Coupe des Ardennes. Le CSSA en a terminé avec sa saison, un titre de champion de son groupe A de R1 au Miris, un échec en barrage face à la réserve de la Lys Nancy-Lorraine et la PMS, une élimination en Coupe de France face à l'OCPAM dans son entrée en lice, et puis une élimination à Zundofen en Coupe Grand Est, même si je sais que Donald, ça va pas lui faire grand-chose. C'est le résumé de la saison du CSSA. Les amis, je vais vous poser plusieurs questions. On va débriefer un petit peu en long, en large et en travers, en prenant notre temps. Vous, sur Facebook, notamment vous qui nous écoutez sur Facebook, on va vous poser des questions avec des petits sondages au fur et à mesure, et on reviendra comme ça, vous allez pouvoir donner votre avis au fur et à mesure de ces débats. Ma première question, messieurs, elle est simple. Pour vous, la saison du CSSA est-elle globalement réussie ? J'entends par là globalement, et le mot est hyper important, globalement en termes sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan marketing, communication, le terrain pour l'équipe première bien évidemment, les jeunes, la gestion globale, le staff, le board, enfin bref, il faut prendre tout en compte. Et je vous pose la question de savoir, est-ce que pour vous, globalement, cette saison est réussie ? Pour l'instant, je veux un oui ou un non, et je vais faire les équipes. Donald ? Non. Non. Julien ? Non. Mathéo ? Non. Robin ? Il n'y aura pas d'équipe, c'est un non. C'est non aussi. Et ben, pour vous quatre messieurs, la saison n'est pas réussie. Peut-être, on verra si on qualifie ça d'échec. Vous votez, vous, sur Facebook, vous êtes déjà plus de 80% à nous dire que la saison n'est pas globalement réussie pour le club. Donald, je t'ai posé la question en premier. À toi l'honneur. Bah écoute, on n'a pas raflé tous les titres aux jeunes. On n'est pas monté en R1.
En N2 on a, de toute manière, notre équipe phare, c'est notre équipe de R1 qui était censée monter en N2, pardon, hein, et qui, du coup, n'a pas atteint l'objectif. C'était le principal objectif. Tu fais tout ce que tu avais à côté dans le club. Tant que tu n'obtiens pas cette montée en N2, tu peux pas dire que la saison est réussie, malheureusement. Quand bien même c'est pas une saison catastrophique, on va pas dire ça. C'est pas une saison réussie. Ok, Julien, autre chose à rajouter là-dessus? Non, je pense que Donald a tout dit. À partir du moment où t'as pas la montée, c'est un échec. Donc, à partir de là, tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a quand même des points positifs. Les jeunes qui sont montés, les réseaux sociaux qui ont été retrouvés. Voilà, il y a quelques points positifs, mais globalement, c'est un échec sur toute la ligne. Mais si je vous suis et que j'inverse un peu le truc, c'est que si on était monté en N2 et que tout le reste avait été catastrophique, globalement, ça aurait été une saison réussie, Mathéo. Bah oui, parce que c'est quand même l'équipe première qui fait pour moi vivre le club. C'est les supporters, ils viennent en priorité voir cette équipe première. C'est l'équipe qui est toujours exposée, donc pour moi, oui, ça aurait été déjà un peu plus réussi, mais après il y a quand même des choses qui vont pas au sein du club, notamment on l'a dit, chez les jeunes, il y a qu'une seule coupe qui a été remportée, il me semble. C'est les autres années, Sedan était déjà une meilleure équipe sur ce point-là également. La seule chose, oui, comme le disait Julien, qu'on a gagné pour moi cette saison, c'est d'avoir réussi à récupérer le site internet, quoi. Moi je trouve qu'on n'apprend pas en vous écoutant là. Alors, c'est tout, vous êtes 4, je vais me placer l'autre côté de la barrière, mais je trouve qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Moi, l'une des erreurs, Robin, avant de te donner la parole, mais l'une des erreurs que je retiens de mon expérience de supporter du CSSA, c'est de pas avoir accordé assez d'importance lors des dernières années aux résultats d'équipes jeunes, aux résultats de ce qui était fait en réserve, enfin bref, à tout ce qui se passait à côté. Et encore une fois, là, on arrive sur le bilan d'une saison complète et finalement, la saison, elle est ratée pour une accession manquée. Personnellement, je suis pas de votre avis. Robin, oui. tu changes pas d'avis là-dessus? Non, je change pas d'avis. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Et je rajouterais aussi qu'il y a quand même un épisode qui pour moi est marquant de la saison. C'est cet épisode en Coupe des Ardennes, en Coupe Roger March. Ouais. Il va, n'y va pas, on sait pas trop ce qui se passe. Ton capitaine il fait le tirage et puis derrière tu ne t'alignes pas. Oui, moi je trouve que la saison n'est pas globalement réussie. Sur Facebook, c'est assez unanime. Vous êtes 87% à nous dire que la saison n'est pas globalement réussie pour le CSSA et que le bilan qu'on peut en tirer est plutôt négatif. Ok. Je crois qu'on est assez unanime, messieurs, là-dessus. Je sais pas, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou remettre quelque chose en exergue, entre guillemets? Non, personne? Par rapport à ce que tu as dit par rapport à l'équipe réserve, moi je veux bien redire un truc. Oui, c'est bien, ils ont survolé le championnat, c'est magnifique ce qu'ils ont fait, mais on sait très bien aussi que c'est une équipe les joueurs ont le niveau pour jouer largement au-dessus. Donc pour moi ça c'est pas un argument. Voilà. À la base, t'avais aussi largement le niveau pour jouer la R1 et monter avec les joueurs que t'avais au niveau du CV, tu vois, c'est plus difficile de gagner en R1 que quand même avec cette équipe-là en R3, quoi. Ouais, Robin? D'autant que pour aller dans le sens de ce que dit Mathéo, c'est que ils ont survolé leur championnat, mais c'est peut-être pas ce qui leur avait été vendu dans un premier temps et qui du coup a participé à, pour certains, les écœurer un petit peu. Et bon, on voit actuellement qu'ils sont pour beaucoup en train de partir, quoi. Donc voilà. On y reviendra juste après, on parlera du mercato. Messieurs, la deuxième question que j'avais à vous poser quant au bilan de cette saison, c'est plus une question ouverte. Quel est pour vous le moment le plus marquant de cette saison, les tops et les flops? Quel a été le moment le plus, on va dire, où vous avez le plus vibré? Et quel est le moment, à l'inverse, où à un moment donné, vous avez été déçu? D'abord, les moments où vous avez le plus vibré. Alors, vous, sur le Facebook, je vous ai sélectionné 4 moments. Ocpam CSSA en Coupe de France, la première place du championnat, le barrage face à Nancy et le barrage face à Metz. J'ai pas l'occasion de vous laisser. Après, vous pouvez mettre vos commentaires, bien évidemment. On les lit. Julien, ton moment, le moment où tu as le plus vibré dans cette saison, pour toi, le moment marquant pour cette saison-là du CSSA? C'est compliqué parce qu'au final, on n'a pas énormément vibré. On va pas se mentir, dans le jeu, ça a été compliqué. Alors, je vais pas mettre le 9-0 face à Fanière avec un gardien qui est KO au bout de 10 minutes. Non, une victoire en Coupe du Grand Est, sûrement. Non, je rigole. Mais non, honnêtement, quand je réfléchis comme ça, j'ai pas de moment en me disant ouais, ça a été le match de la saison, parce que contre les gros,
on fait que des mauvais résultats, on perd en barrage, on perd en Coupe de France. Donc je vais te dire, j'en ai aucun, tout simplement. D'accord. Je ne sais plus. Mathéo, ton moment préféré, le Moi moment aussi, où je t'as mets le un plus moment vibré positif, c'est quand même le match face à Bonny, quand on reçoit Bonny avec l'ambiance dans le stade, il y avait énormément de monde et je trouve que c'est un des matchs qu'on a le mieux maîtrisé cette saison, même s'il y a eu qu'un 1-0 à la fin, mais je trouve que dans le contenu et dans la fête qu'il y avait, c'était le plus beau moment de la saison. Ouais, c'est aussi le moment où tu avais les légendes, etc., où il y avait eu une rampe Oui, de aussi, lancement. Donc aussi. c'est encore un événement qui est pas totalement lié à l'équipe première dont vous parliez tout à l'heure. Robin, Donald, j'attends ta réponse avec impatience. Bah. Robin, juste avant Robin quand même. Moi, je dirais l'avant-match avant Metz APM. Parce que, parce que malgré le coup de bambou que tout le monde a pris sur la tête après le match contre Nancy, là, c'est peut-être le seul moment de la saison où j'ai senti qu'il y avait vraiment une vraie grosse ferveur derrière l'équipe, qu'il y avait une espèce d'union sacrée, que malgré le coup de massue à Nancy, tout le monde s'est dit il y a encore une chance, on a encore notre destin en main, on peut le faire, même si il y avait des difficultés, etc. Et je dirais, c'est le moment où, pour moi, c'est le moment marquant, je dirais. Donald, le moment où tu as vibré le plus cette saison, toi qui es toujours en tribune, à chanter, à pousser, etc. Justement, il y en a eu plusieurs, mais Robin a raison sur ce point-là. Moi, je vais vous raconter l'un de mes meilleurs souvenirs quand même de supporters de Sedan, c'est la finale de Sedan-Auxerre au Stade de France. J'avais vécu aussi celle de Sedan-Nantes d'une manière assez extraordinaire, mais celle de Sedan-Auxerre, malgré que ce soit une défaite, c'était une défaite dans la fête, une défaite où on y croyait tous, une défaite où vraiment on a senti voilà ce qui disait un peu cette union sacrée, ce côté tout un peuple derrière une équipe et contre l'OCPAM en Coupe des Ardennes, contre également la PMS en barrage. On a revécu ces moments-là cette année. Et Ebony, c'est vrai, c'était pas mal non plus, mais c'était plus le côté nostalgique que le côté actuel. Mais ouais, on a quand même vécu des super moments en tribune. Sur le terrain, on peut pas forcément en dire autant. On n'a pas vibré. Enfin, moi, je me suis pas souvent, mis à comment dire, être avec le cœur qui bat par rapport à ce qui était en train de se passer sur le terrain. On a quand même pas eu grand-chose à se mettre sous la dent cette saison. En tribune, ouais, on a vu ça et à PMS, ça restera quoi qu'il arrive, à mon avis, un super souvenir. Quand on y repensera dans quelques années, évidemment, la fin. Elle nous plaît pas, mais oui, si tu te débats à l'avant-match et tu te dis on est quasiment 10 000 personnes pour un match de R1, ça restera forcément un bon souvenir. Il faut savoir quand même, tu nous raconteras d'ailleurs Donald un jour ton retour de Sedan-Auxerre, parce que tu me l'as déjà raconté 2-3 fois. C'était Sedan-Nantes, celui dont tu parles, c'est Sedan-Nantes. Ah, d'accord. Ton retour de Sedan-Nantes, un jour on prendra le temps, je veux l'entendre sur les antennes de DVCR. Oui, c'est inhérent au spectacle qu'on a pu voir. D'ailleurs, sur le live, c'est assez disparate, hein. Bon, il y a 35% des gens qui disent que le moment le plus marquant, c'est le barrage face à Metz. Derrière, on a la première place du championnat en général, mais voilà, c'est assez disparate comme vote. Je pense que ça traduit bien un petit peu la déception, même si je pense que le barrage face à Metz, après la déception, une fois que tout le monde aura totalement digéré tout ce qui s'est passé, restera un très beau souvenir, bien évidemment. Déception il y a, ça c'est clair. On l'a compris la semaine dernière et encore pendant la semaine, vous arrêtez pas de nous en parler quand on vous croise, etc. La plus grande déception de la saison, messieurs, pour vous, là j'ai 4 propositions pour vous. Le manque de jeu, parce que c'est quelque chose qui revient énormément, le fait de pas avoir pris de plaisir en regardant l'équipe jouer ou pratiquement pas. L'élimination en barrage, pour ceux qui sont plutôt pragmatiques. La défaite face à Ocpam en Coupe de France, on en parle aussi. Et puis autre chose, je vous invite à l'écrire en commentaire ou à me le dire à l'antenne. Julien, manque de jeu, la plus grosse déception, l'élimination en barrage ou alors la défaite face à Ocpam ou autre chose? En fait, l'élimination en barrage et le manque de jeu, c'est un peu lié, puisque c'est un peu la même chose. Si on est pragmatique et qu'on regarde sur la saison complète, c'est le manque de jeu. Évidemment,
puisque, comme je le disais, on n'a pas énormément vibré. Contre les gros, c'était compliqué, etc. Après, c'est vrai que le fait marquant de la saison, c'est que tu loupes tes barrages, que tu ne montes pas et tout ça. Donc, voilà, c'est peut-être 60% sur le jeu pratiqué pour sa globalité et 40% sur, on est encore sur le coup de l'émotion 10 jours après. Ouais, je suis assez d'accord. Mathéo, ton moment déception, celui qui a fait flop dans ta tête cette saison? Il y en a deux, mais je vais en dire un Ouais. je vais en dire un seul sur les deux. Mais je dirais que c'est le match de Cormontreuil où pour moi tu domines le match, tu te fais punir à la fin avec cette égalisation. Le premier, le Et match c'était aller. un moment un peu. Ça a été un moment un peu bascule cette saison, je trouve, parce qu'après, on est passé à un système à 3 derrière. Les joueurs n'avaient plus de repères à partir de ce moment-là. Et ouais, on a vu des joueurs perturbés à partir de ce moment-là. Pour moi, c'était le point de bascule de cette saison. Ouais, vous êtes 53% pour l'instant à dire le manque de jeu pratiqué tout au long de la saison. Moi, ma plus grosse déception cette saison, c'est la gestion parfois des joueurs et parfois des virages qu'on a pris de manière assez abrupte. J'ai une pensée, je pense à Amidou Diop par exemple, qui fait une bêtise, lui, contre Pagny, il provoque un penalty. Derrière, rideau, on ne l'a plus vu. On a vu Telio Zani à un moment donné, on ne l'a plus vu non plus derrière. Enfin, il y a des joueurs comme ça, Roman Marbehan. Pardon ? Amidou Traoré, il fait l'erreur face à Cormontreuil. Après, on le voit plus presque. Oui, Amidou Traoré, on l'a perdu de vue pendant 4 mois. Il y a eu des virages comme ça de prix en permanence toute la saison. Et je suis assez déçu de ça, de la gestion. Yanis Kenchoul, au départ, qui faisait banquette sur banquette et puis qui a réussi à s'imposer. Enfin, j'avais vraiment l'impression cette saison que tu pouvais pas faire une petite erreur parce que derrière, t'allais prendre le maximum, quoi. La peine maximale. Joris Renon qui se trouve un match depuis son arrivée en janvier contre Nancy, pas dans le groupe la semaine d'après contre APMS. Enfin, il y a vraiment eu des décisions fortes toute la saison. Donald, ta plus grosse déception de la saison? Ouais, c'est manque de jeu aussi. La majorité a raison, encore une fois. Le fait est que je connais beaucoup de personnes qui ont même arrêté de regarder les matchs cette saison. Enfin, on va dire c'est pas des vrais supporters pour moi parce que tu dois toujours suivre ton équipe même quand elle va pas bien. Mais j'ai eu beaucoup cette écho-là de on s'amusait à regarder les matchs l'année dernière à la télé. Maintenant, ça nous fait chier, on les regarde plus. Ouais, je comprends. Et oui, il y avait ce côté un peu ennuyeux quand tu regardais les matchs de foot. Alors bon, moi je m'ennuie jamais quand je vais à Sedan parce que je vais en tribune et on chante. Donc même quand c'est sur le terrain, ça va pas. Nous on arrive à s'amuser quoi qu'il arrive, on se débrouille. Mais je comprends que celui qui a juste envie de regarder du football dans son canapé, il puisse se lasser un petit peu du spectacle, quoi. Je comprends. À qui j'ai pas posé la question? Robin, ta plus grosse déception cette saison? Bah, moi, j'ai passé la saison à dire que le manque de jeu, etc., c'était pas grave et qu'il fallait simplement être pragmatique et gagner les matchs et Ouais. que une fois arrivés les barrages, si Sedan montait en National 2 et qu'en ayant un jeu tout pourri, tout le monde aurait oublié la manière avec laquelle tu as joué toute la saison. Donc, bah, je peux pas dire que le manque de jeu ce soit ma plus grande déception. Bah, je vais dire du coup de manière pragmatique l'échec de la montée, quoi, tout simplement les barrages. Hein. Le pragmatisme. Mais moi, je reste pas d'accord avec ça. Je dis toujours que je suis un utopiste en me disant le foot, c'est du jeu, c'est du plaisir, il faut jouer, il faut construire, il faut faire des choses quitte à perdre, effectivement. Mais au moins, si tu perds, tu produis un petit peu de jeu. C'est vrai que je regrette aussi ce côté on s'est pas marré, souvent on est sorti des matchs en se disant ouais, on a gagné, ouais, mais bon, à un moment ça reste poussif, et en se disant toujours mais vous verrez, en barrage ce sera pas la même, en barrage, et puis en fait au final il y a une certaine forme de justice presque, où tu te dis que t'as fait la même chose en barrage que pendant la saison régulière. Et c'est nous, peut-être, qui avions tort aussi de se dire que ça allait, comme par miracle, s'améliorer. Messieurs, il y a une personne, bien évidemment, qui cristallise un peu les tensions aussi par rapport à tout ça, de par son rôle cette année, c'est Elise Bussaglia, l'entraîneur du CSSA. Question, je vois beaucoup de jeux. Alors, on fait pas une chasse aux sorcières, c'est pas un tribunal, mais je vois des messages de soutien, comme des messages qui sont, qui disent, il faut qu'elle s'en aille, ça suffit, changement etc., etc.
J'ai envie de vous poser la question rapidement, on ne s'étendra pas dessus. Est-ce que Elise Bussaglia c'est dans les tuyaux? On entend depuis quelques heures maintenant et quelques jours qu'elle pourrait éventuellement être remerciée, ne plus être l'entraîneur du CSSA l'année prochaine. Est-ce que pour vous, est-ce qu'elle doit cristalliser et est-ce qu'elle doit être remerciée au regard de ce qu'a produit l'équipe et des objectifs qui n'ont pas été atteints? Julien? Quand on regarde sur le papier, son objectif, c'était de faire monter Sedan. Et quand tu vois le résultat, Sedan n'est pas monté, Sedan ne produit pas un bon jeu. Donc généralement, le fusible, dans ces cas-là, c'est l'entraîneur. Okay. Après, Sedan, il y a quand même quelque chose d'assez particulier. C'est est-ce que l'entraîneur entraîne à 100% ou est-ce qu'il y a des interférences un peu extérieures? Donc ça, je sais pas. C'est vraiment une question que je pose parce que j'ai pas du tout la réponse. Donc voilà. Après, pour n'importe quelle, soit dans n'importe quelle entreprise, quand tu n'atteins pas tes objectifs, généralement tu restes pas. Donc là, les objectifs n'ont pas été atteints. La logique voudrait qu'elle parte. Est-ce qu'elle est vraiment responsable de tout ça, Mathéo? Oui ou non? Est-ce qu'Elise Bussaglia doit être remerciée à la fin de la saison parce qu'elle n'a pas atteint cet objectif de monter en N2? Bah malheureusement oui, je pense qu'il faut arrêter. Je pense que malheureusement pour elle, je pense qu'elle n'a pas pu s'exprimer toute seule parce qu'il y a déjà trop de monde dans le staff, donc elle n'est pas unique responsable pour moi. C'est aussi une construction de staff pour moi qui fait que elle n'a pas pu s'exprimer. Mais après malheureusement le constat il est là. Je trouve que c'est depuis même il faut remonter à la saison dernière, à la mi-saison où on n'a pas vu l'équipe progresser depuis dans le jeu. On n'a jamais su s'adapter à un adversaire. Il n'y a jamais eu vraiment de coup tactique au fil des matchs, alors que à l'inverse, ces adversaires eux arrivait bien à s'adapter à nous. Donc ouais, pour moi, malheureusement, faut arrêter. Voilà. Il y a Steve sur le live qui nous dit en R3 et en R2, on avait une grosse équipe de niveau R1 déjà. N'importe quel entraîneur serait remonté en R1. Moi, je pense qu'il y a quand même un peu de gestion d'effectifs, évidemment, mais c'est vrai que sur les moments où il a fallu apporter une plus-value, on n'a pas vu on n'a pas vu la patte entre guillemets. Et encore une fois, attention, je le disais au début de la question, elle cristallise parce que elle est au poste d'entraîneur et forcément, voilà, le football est fait de telle sorte qu'on cible l'entraîneur parce que c'est lui qui mène l'équipe. Il y a tout un staff derrière aussi, il y a tout plein de choses. Julien parlait d'interférence. Robin, est-ce que tu vas dans son sens ou alors pour toi, non, c'est pas du tout sa faute? Les torts sont forcément partagés, hein, mais moi je pense, pour répondre à ta question initiale, moi j'aurais répondu pas forcément parce que déjà pour qu'elle soit remerciée, il me faudrait la preuve que c'est elle qui a tout géré de A à Z déjà. Non, c'est pas elle qui gère faut tout. pas oublier C'est pas elle qui gère tout de A à Z. Il apparaît sur le live aussi. Sur le sportif, je parle. Olivier Perrin est directeur sportif, c'est un secret pour personne. Voilà. On l'a vu extrêmement impliqué aussi sur les matchs, descendre sur le terrain, etc. Il y avait énormément d'échanges entre le staff qui était plus nombreux que l'année dernière aussi. Donc oui, forcément, moi ça me fait toujours bizarre quand il y a des gens qui marquent ouais, c'est Perrin qui fait l'équipe et Bussaglia elle a pas son mot à dire et tout. Enfin nous on la côtoie Elise Bussaglia depuis 2 ans. Je pense pas qu'elle ait un caractère à se laisser faire quand il faut faire l'équipe. Je pense que c'est quelqu'un qui a du caractère. Oui, maintenant, est-ce qu'il y a des interférences ou pas? Est-ce que toute cette alchimie entre le staff fait que, à un moment donné, il sort pas quelque chose de galvanisant pour les joueurs? Ça, c'est une autre question. Oui, mais regarde, par exemple, il faut pas non plus oublier que il y a certains matchs où je crois que c'est Amnéville, si mes souvenirs sont bons, elle fait rentrer, le staff fait rentrer Daouda Gueye qui donne la victoire à Sedan. Et Diop. Donc tu vois, faut pas non plus relever que le négatif non plus, quoi. Ouais, bien sûr. Et je le disais, et Diop, qu'on a mis au placard quelques matchs après parce qu'il avait fait une boulette. C'est lui qui rentre et qui, je crois qu'il centre directement pour Daouda Gueye, ou alors il donne l'avant-passe D. Mais oui, effectivement. Donald, ton avis là-dessus? Elise Bussaglia, le staff, changement ou alors finalement c'est pas tant sa faute que ça non plus, quoi. Moi, je trouve pas forcément que tous les torts soient sur Elise Bussaglia. J'aurais aucun problème à la garder dans la tête de l'équipe l'année prochaine. Le principal souci pour moi, c'est le surplus de dirigeants pour un club de R1. D'ailleurs, c'est marrant. La semaine dernière, je m'amusais, moi. Alors, par hasard, en fait, je cherche à taper drapeau vert carton rouge pour aller sur la page Facebook. Et en fait, j'étais pas sur Facebook, j'étais sur Messenger. Et du coup, c'est Meta qui me répond drapeau vert carton rouge. Alors, il commence à me dire c'est une chanson de soprano. Je fais non, c'est pas une chanson de soprano. Bref, je commence à... Et puis, du coup, je commence à discuter avec Lia.
Et puis, du coup, j'explique ce qu'est le drapeau vert carton rouge. Et du coup, Sedan, c'est en quelle division? Alors, je dis, bah, c'est en régional A. Et puis, vraiment, j'entame une discussion de 5-10 minutes avec l'IA, comme ça, et ça me fait marrer. Et à la fin, donc, l'IA, elle me fait un petit résumé de la situation. Et elle me dit gentiment, bon, en fait, donc, dans votre club, vous avez Kalidou Koulibaly qui donne l'argent, qui a nommé Teddy Pellerin, qui a nommé Olivier Perrin, qui donc est passé au-dessus de Elif Saïdia, qui est le coach, qui elle-même a un coach adjoint. Et donc il dit, mais du coup, qui est-ce qui dirige vraiment cette équipe? Et ben du coup, moi, je savais pas lui répondre à l'IA. et en vrai, peu importe, que c'est complètement factuel là. Elle a pas vu les matchs, hein, l'IA. Elle s'en fout complètement. Mais elle a posé la bonne question en fait. Le problème, c'est que pour les supporters, c'est pas clair. On ne sait pas vraiment qui dirige cette équipe de Sedan aujourd'hui. Tiens, oui, c'est ce que je disais. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour certainement pour le bien de l'équipe. Hein, encore une fois, hein. Je rappelle toujours une phrase qui m'avait marqué moi cette saison. C'est quand on avait accueilli Teddy Pellerin il y a quelques semaines pour un bilan de la mi-saison. Il disait on essaye de maîtriser tout ce qui est maîtrisable. Le football est un des sports qui est le moins maîtrisable parce qu'il peut se passer beaucoup de choses au fur et à mesure des matchs, au fur et à mesure de la saison. On a eu l'exemple hein, sur les 4 ou 5 derniers matchs où Sedan touche 2 ou 3 fois les poteaux et où ça change quand même pas mal de choses si t'as la réussite avec toi. Et finalement je me dis oui, est-ce qu'on n'a pas voulu trop maîtriser à un moment donné, trop changer? Je rappelle 13 recrues en R1 en début de saison. Il y avait je crois 8 ou 9 membres du staff cette saison. Julien, est-ce qu'on n'est pas sur un trop d'un coup finalement dans l'intégration? Trop professionnalisé en fait. On a trop professionnalisé cette équipe avant l'heure. Quoi. À mon avis, c'est parce qu'ils anticipent. Hein. Le but du jeu, c'est d'être déjà capable de gérer une équipe de nationale. Enfin, c'est l'objectif. Donc, mais peut-être on s'y est pris un peu tôt, quoi. Tout simplement. Ouais. Vous êtes. Mais ça peut perturber les joueurs aussi d'avoir autant de monde dans le staff. C'est pas des joueurs qui sont habitués à avoir autant de personnes qui leur donnent des consignes. Ça peut aussi les perturber sur le terrain. Moi, il y a 5 personnes qui me donnent une consigne, je sais plus où donner de la tête personnellement. Déjà, quand ton président il te donne des consignes, tu sais plus où donner de la tête, toi. Alors j'imagine pas si. Ça va. 72% les amis, vous êtes 72% à penser qu'Alice Bussaglia doit-elle être remerciée après ces 2 ans à la tête du CSSA. Moi je suis pas d'accord. J'estime que je comprends votre argument de celui de Julien, je crois qu'il disait quand t'atteins pas ton objectif dans une entreprise, c'est tout à des comptes à rendre. Effectivement des comptes à rendre, ça c'est sûr qu'elle en a. Je pense que voilà, à un moment donné quand tu représentes en tant qu'entraîneur principal l'institution CSSA, enfin n'importe quel club d'ailleurs, tu as des comptes à rendre. Par contre, j'estime moi qu'elle n'a pas été mise dans les conditions optimales pour pouvoir imposer sa vision du jeu, pour pouvoir s'épanouir correctement. C'est quelqu'un qui est relativement discret, quelqu'un qui pense, qui explique les choses de manière posée. Et en toute honnêteté, je pense que ce tumulte permanent autour d'elle ne lui a pas permis de s'exprimer. Et tu pourras la remettre dans n'importe quel club si elle n'arrive pas à se faire entendre de par sa nature. Je pense que ça fonctionnera pas en fait. Voilà, je pense qu'elle n'est pas responsable, en tout cas pas en majeure partie de tout ce qui a pu arriver cette saison. Il y a le mal est bien plus large. Le mercato. Chantier au niveau du mercato. Je vous demande quel est le plus gros chantier selon vous, parce que bien évidemment il va y avoir des départs. Je rappelle qu'il y en a déjà eu. Telio Zanier, alors ça c'est pareil, qui a officialisé son départ la semaine du barrage, est parti en Belgique. Romain Rosier a fait ses adieux au CSSA. Noam Marquez également a fait ses adieux au CSSA. Du côté des recrues, pour l'instant, on n'a aucune nouvelle, bien évidemment. Il y a une rumeur aujourd'hui qui est apparue avec une éventuelle nomination de Farid Fouzari. Bon, un retour. Je reviens pas dessus parce que toutes ces rumeurs, ça sort de on ne sait où et on ne sait pas. On verra en temps et en heure si c'est dit. Messieurs, pour vous, quel est le plus gros chantier du mercato? Le staff, l'attaque, la défense ou le milieu? Vous me dites juste ça pour l'instant. Donald. L'attaque toujours. L'attaque. Julien. Le staff. Mathéo. Le milieu de terrain. Oh ouais. Et Robin. Le staff / les coulisses. Le staff / les coulisses. Bah vas-y, développe Robin. À toi l'honneur.
le staff, oui, avec ce que l'on voit du staff sur les matchs, etc., la manière avec laquelle le staff fait jouer l'équipe et compagnie, oui, mais je pense que, comme tu l'as très bien souligné tout à l'heure, tu dis que il y a potentiellement des interférences, que Elise elle a peut-être pas été mise dans les meilleures conditions, etc. Donc moi, je pense aussi qu'il faudrait déjà commencer par assainir les coulisses. Mhm. Assainir les personnes qui travaillent et qu'on ne voit pas forcément, que peut-être que des personnes sont là et qui devraient peut-être prendre plus de place, d'autres qui devraient peut-être en prendre un peu moins, voire pas du tout. Redistribuer les Donc rôles. voilà, que quelqu'un prenne la barre de ce bateau une bonne fois pour toutes et que il y ait un peu de clarté dans qui fait quoi. Ouais, je comprends. Ok. Oui, autre chose, hein, messieurs, il y a des rumeurs aussi comme quoi Mathieu Intassan et Patrick Regnault quitteraient le CSSA aussi. Il y a rien de sûr, hein. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que Romain Rosier s'en va, Noah Marquez également, et puis j'en oublie un, bien évidemment, Telio Zanier, Elio. qui part également. Qui disait le staff aussi? Julien, c'est toi qui C'est disais moi. le staff aussi. Autre chose à rajouter, Julien? Bah, en fait, tant que tu ne sais pas qui dirigera ton équipe et le projet de jeu que va avoir cet entraîneur, tu peux pas construire cette équipe. Si tu as un entraîneur qui part sur un 4-4-2 ou un entraîneur qui part sur un 3-5-1, enfin un 3-5-2, Ouais. eh ben, c'est pas le même effectif que tu vas avoir. Tu auras plus ou moins de défenseurs, plus ou moins d'attaquants, plus ou moins de milieu de terrain. Donc en fait, tant que tu ne solidifies pas ta base avec cet entraîneur, tu peux pas dessiner ton effectif pour la saison prochaine. Ouais, je comprends. Prendre le problème par en tout cas les causes et pas les conséquences. Donald, tu disais, toi, l'attaque. Clairement, L'attaque. on n'a pas mis assez de buts. Il On nous- garde tout le il monde, nous mais on manque joue un attaquant. Il nous manque un buteur, point. On n'a pas le tueur qui termine les actions pour faire en sorte qu'on soit au-dessus du lot. Et on a besoin de ce renard des surfaces, le gars qui termine tout. Là. Moi, je compare avec mon équipe de Détroit. En vrai, on a une équipe plus que moyenne, mais à partir du moment où on a notre buteur qui est revenu, bah, on a joué le haut du classement. Et ça change la vie, en fait, d'avoir un buteur. On l'a pas à Sedan. Cette année, on l'a pas eu. Mais ça veut dire Donc, que toi, tu re-signes pour une saison avec cette qualité de jeu, parce qu'on en parlait quelques minutes avant, là. Tu re-signes pour une saison avec cette qualité de jeu, mais avec une accession à N2. Bah ouais, bon, j'ai envie de remonter quand même. Hein. J'ai envie de remonter quand même, si peu importe la manière. Je t'ai dit, de l'amusement, j'arriverai à le trouver en tribune. Évidemment, j'ai envie que ça joue mieux. J'ai envie que ça joue mieux, mais moi, du moment qu'on gagne, peu importe la manière. Franchement. Ok, qui nous disait le milieu? Mathéo, c'est toi qui disais le milieu, Pour moi. Ouais. Ouais, c'est moi. Je suis d'accord avec ce que dit Donald, hein, il faut un buteur, mais pour qu'on marque des buts, il faut aussi un peu de créativité. Ouais, Et je trouve que cette année, on a manqué énormément de créativité. On n'a pas dominé une seule équipe au milieu de terrain cette saison, que ce soit techniquement ou physiquement. Donc pour moi, il faut reconstruire un milieu de terrain cohérent, car on le voit, hein, on a des joueurs comme Paco et Marbeux qui sont plus capables de faire une saison complète, quoi, vu leur âge, vu les pépins physiques, tout ça. Donc ouais, pour construire vraiment un milieu assez cohérent pour de nouveau dominer au milieu de terrain ce qu'on faisait très bien en R3, en R2, mais qu'on n'a pas été capable de faire cette saison. Ouais, je suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, je trouve que les milieux, tu les as, les joueurs, tu les as. J'arrive pas à concevoir, si tu veux, que Paco a 34 ans, Marbeux a 28, Lam a 26, je crois, et Kenchul dans ces eaux-là aussi, soient pas les 4 milieux qu'il te faut pas pour dominer un milieu de R1. Pour moi, c'est plus un problème tactique qu'un problème de joueur. Tu veux quoi de mieux? Après, Yanis Kenchul n'est pas arrivé pour être, c'est pas non plus un milieu relayeur, c'est plus un 10, 9 et demi. Il a joué à ce poste-là. Après, comme je te dis, tu peux très bien dominer avec François Bornier et avec Romain Barmehan, mais on a vu cette saison qu'ils n'ont pas été capables de tenir une saison entière, malheureusement, à cause de pépins physiques. Et je pense qu'il faut davantage de profondeur, justement, pour combler leur absence, si jamais ils étaient amenés à ne pas pouvoir jouer. Ouais, là, je comprends mieux. Après, mais Mathéo, Vas-y, Robin, vas-y. Tu dis que certains milieux n'ont pas fait preuve d'assez de créativité, etc., que Sedan a manqué de créativité au milieu. Mais est-ce que dans les consignes, ils ont les latitudes pour avoir de la créativité, pour laisser libre cours à leur jeu voilà, c'est aussi ça qu'il faut voir. Donc en fait, tout ça revient du staff et des
des orientations Moi, données au club. Moi, j'ai souvenir d'une Après, sur les- conversation. Attends, Mathéo, moi, j'ai souvenir d'une conversation avec un milieu de terrain fin de saison où, en rigolant, on lui dit ah là, c'était dur je sais plus, c'était dur de les passes et tout dans les pieds, machin. Mais il nous regarde, il nous dit, enfin les gars, moi je regarde les ballons passer au-dessus de moi, je les regarde passer au-dessus, en travers, en large. L'air de dire, on touche pas une quille quoi au milieu de terrain. Moi, je reste persuadé que c'est pas un problème de profil, hein, loin de là. Hein. Après, sur les 2 derniers matchs, je suis d'accord. Hein, les consignes du staff, c'était de jouer long, de jouer long. Je suis d'accord avec ça. Mais j'étais plusieurs fois en bord terrain le staff demandait beaucoup plus de mouvements au milieu de terrain. Quand les défenseurs centraux avaient la balle, parfois, on sentait vraiment des joueurs à l'arrêt. Et quand François Paco Borgnet était absent cette saison, il a manqué cette touche technique. Et dès qu'il était plus là, ça s'est vu. Pour moi, ça s'est vu dans le jeu. Il y a Tony sur le live qui nous dit un véritable meneur de jeu à la Zanier dans l'intérim. C'est vrai que quand tu dis Kenchoul est plutôt un profil d'attaquant, t'avais quand même Zanier, t'avais quand même Messaoud, Zegdan également. Enfin, les milieux de qualité. Je veux dire, tu veux quoi de plus? Enfin, même à l'Opcom, tu vois ce que je veux dire. Zanier, il a joué 3 matchs cette saison, malheureusement. Donc, moi, j'ai fait par rapport à ce que j'ai vu cette saison. Et Zanier, on sait très bien qu'il va partir. Donc, va falloir quelqu'un aussi pour avoir ce profil-là. Grosse perte pour moi, Télio Zanier. Enfin, c'est une petite corde qui se casse quand même parce que c'est quand même ta formation, c'est quand même un gamin que t'as formé au club et qui s'en va, qui est sorti du 14 à un moment donné à Bonny, je me souviens, il fait des bonnes prestas, il marque, derrière on le voit plus du tout. C'est quand même une petite, tu vois, dans ma fibre de supporter, c'est quand même une petite corde qui se casse quoi. Télio Zanier, c'est le symbole là. C'est clairement le symbole de ce Sedan qui en fait tu sais pas s'il a une identité, tu sais pas laquelle c'est, si elle est messine, si elle est sedanaise, c'est voilà. À voir comment ça va évoluer sur la période du mercato. Vous êtes 57% sur le sondage à dire que l'attaque va être le plus gros chantier du mercato et puis derrière le staff avec 29% des votes. Messieurs, une autre question par rapport à ce mercato. Réponse par oui ou par non. Est-ce qu'il faut conserver l'ossature du groupe actuel ou alors est-ce qu'il faut faire table rase complète? On a bien eu 13 arrivées cette saison. On pourrait éventuellement en avoir 13 la saison prochaine. Ce que personnellement, je ne souhaite pas parce que tu vas pas repartir avec 15 bonhommes. C'est pas du basket ou du handball. Tous les ans, tu repars pas avec un effectif régénéré à 80%. Il y a besoin d'autre chose dans le foot. Est-ce que pour vous, il faut conserver l'ossature du groupe actuel et construire avec ce qu'il y a là? Ou alors, est-ce qu'il faut faire table rase? Ossature du groupe actuel, Mathéo, oui ou non? Non. Non. Robin? Je sais pas. Bon, je reviens vers toi. Julien? Oui, mais. Donald, tu gardes des gens ou pas? L'ossature? Oui, quand même. Oui, quand même. Bon, Robin, oui. faut faire un choix dans la vie. Hein. Ouais, je vais dire oui, mais. Alors Mathéo, t'es le seul à dire non. Table rase complète. On change tout. On reprend à zéro. Tout, non, n'abusons pas, mais on garde déjà notre charnière centrale, ça pour moi ça doit pas bouger, mais après tout ce qui se passe devant, oui, tout doit changer. On a des joueurs qui, pour la plupart, n'étaient pas heureux pour moi sur le terrain cette saison. C'est une saison qui a marqué franchement les esprits. Hein. Chaque joueur, là, ils en sont sortis vidés. Et dans tout ce qui a été recruté, malheureusement, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas fait l'affaire. Il faut reconstruire avec des joueurs peut-être avec moins de CV, peut-être avec de moins gros caractères, garder certains joueurs, certains cadres, mais pour moi, il faut construire avec moins de cadres. Oui, Donald, il faut garder l'ossature. Oui, on a. Oui, il y a quelques postes que moi je changerais bien et je l'ai dit à peu près toute la saison, donc je vais y retomber dessus une dernière fois, puis ce sera ma dernière fois de la saison. Mais Anthony Mfa pour moi était pas le gardien qu'on attendait. Il a été décisif une fois sur un penalty et sinon il a fait le strict minimum. Il a même coûté quelques erreurs en début de saison, enfin quelques buts, je veux dire. Il y a, pour moi, pas le niveau d'un gardien si on devait monter en N2. Et puisqu'on est a priori pour recruter des joueurs qui ont le niveau N2 pour pouvoir déjà avoir l'effectif suffisant en cas de montée, commençons par recruter un bon gardien qui a le niveau que pour moi Anthony Mfa n'avait pas.
Voilà, c'est entre autres des changements qui, pour moi, sont dans l'ossature qu'il faut faire. Mais non, la défense centrale, évidemment, si on peut la garder, elle est quand même encore au niveau. Au milieu, il faut conserver Paco, ne serait-ce que parce que c'est l'âme du club. Marbeux, en espérant qu'il soit plus solide, voilà, au niveau des blessures. Et puis construire autour de ça. Bah, après, oui, ceux qui n'ont pas encore fait leur preuve, bah, il est jamais trop tard. Moi, je crois beaucoup en Ken Chul. Je trouve que c'est un mec en or. J'ai pareil en dehors du terrain vraiment trouvé Colin Villa super, mais il n'a pas montré tout ce qu'il devait montrer sur le terrain. Et les autres, peut-être un peu légers aussi certains. Même s'il y a eu du mieux, très très mieux sur la fin de Boulenda, il a vraiment du mal à se mettre en route. Voilà, il y a eu beaucoup puis ne parlons même pas d'Yem Bakoto. Pour moi, ça aurait dû être vraiment le joueur qui, pour moi, aurait dû être au-dessus de l'effectif. Il aurait dû survoler le championnat pour moi. Enfin, c'est comme ça. C'est là que je l'attendais. Et il n'a pas survolé le championnat. Il a au mieux été au niveau. Donc ça, c'est pas suffisant. Et donc conserver l'ossature, oui, mais un peu comme les autres, voilà. Ça tire beaucoup quand même. Non mais ça fait quand même plusieurs minutes qu'on dit lui il était pas au niveau, lui il était pas au niveau, lui il était pas au niveau. Enfin, quand t'as beaucoup de joueurs qui sont pas au niveau où on les attendait. Oui, c'est pas qu'ils n'étaient pas forcément au niveau. On finit quand même premier de R1, les gars. Oui. Mais ils n'étaient pas au niveau où on les attendait. On les attendait mieux. Où t'étais en droit de les attendre en fonction du CV et du pédigré qui était aligné sur le terrain. Voilà. C'est vrai qu'on l'a dit souvent. Je sais plus qui disait. On a quand même des mecs qui ont joué la Ligue Europa, la Ligue 1, la Ligue 2 sur le terrain. Quand on a des joueurs en face comme je reprends la PMS comme Jaquel et Kelly qui ont fait une 50aine de matchs en pro, on est baba en se disant ah vache, c'est des anciens pros, ils tiennent la baraque. Et chez nous en face, ça avait du mal à tenir la baraque. Je pense qu'on était en droit d'attendre un niveau. Mais pour revenir à ce que je disais, ça fait quand même plusieurs minutes qu'on dit bah lui il était pas au niveau, lui il était pas au niveau, lui il était pas au niveau. Et à un moment donné, ça fait quand même beaucoup de joueurs qui sont pas au niveau escompté, en tout cas dans les moments, parce qu'il faut le rappeler, Sedan a quand même été champion de son groupe de R1, et là qui vont me dire mais ça vaut rien, et Marnaval, machin, bref, avec tout le respect que j'ai pour Marnaval, moi, on est allé voir les matchs, il a fallu se battre pour les gagner, mais voilà, ça reste quand même un titre de R1. Faut-il conserver l'ossature du groupe actuel? Sur le sondage, vous êtes 61% à répondre oui, 39% donc à répondre non. Il y en a quand même 40% d'entre vous qui feraient le ménage entre guillemets et qui ferait quasiment table rase, les amis. Ça, c'est pour l'effectif et le mercato. On verra comment tout ça se déroulera, sachant que Teddy Pellerin et Kalidou Koulibaly, vous le savez bien évidemment, sont à la Coupe du Monde. Je pense qu'il y a beaucoup de visio en ce moment et beaucoup de réunions pour pouvoir commencer à travailler sur quelque chose. Olivier Perrin nous disait souvent dans la saison qu'il allait beaucoup prospecter, repérer des joueurs, etc., etc. Donc ça doit travailler en coulisses pour construire une nouvelle équipe. Moi, je suis quand même particulièrement impatient de savoir quelle tête elle aura l'année prochaine et comment va se passer la saison prochaine. Comment tu rebondis après une saison que j'ai trouvé hyper éprouvante. En fait, il faut regarder quels sont les joueurs du côté de Metz qui sont disponibles et on aura à peu près l'ossature dans la saison prochaine. Ouais, c'est la filière, c'est vrai, qui est exploitée pour le moment pleinement. On verra, je sais pas. C'est vrai que je m'intéressais pas au FC Metz. Finalement, je commence à me dire que j'aurais peut-être dû m'intéresser un peu plus à tout ce que faisait le FC Metz dans les dernières années. Ça aurait pu donner des indices. Il y a Jean-Pierre qui nous dit sur le live, une équipe ça se construit et parfois il faut des temps, même si nous sommes tous pressés. Épernay, équipe stable depuis 3 ans, il me semble. Oui, Épernay a amorti sa chute de N3 en R1 et puis est en train de reconstruire au fur et à mesure. Moi, ce qui me fait peur, c'est que si on regarde un peu les mercatos des autres équipes, alors vous le savez, c'est pas une légende, hein. L'année prochaine, il y aura Neuvillette qui monte avec une grosse équipe de R2 en R1. On va peut-être retourner à Neuvillette d'ailleurs pour filmer. Ça me fait plaisir parce que j'ai toujours un escabeau qui traîne là-haut et je l'ai pas récupéré encore. Et puis la baie du Stade de Reims, hein, reléguée de N3 en R1, qui a déjà commencé à copier le modèle de Nancy, c'est-à-dire à recruter les meilleurs joueurs du secteur et à leur faire miroiter une 3e place dans l'effectif de Ligue 2.
Vous savez que Lucas Schnepp, on en a beaucoup parlé sur les dernières semaines, a fini par signer pro comme 4e ou 5e attaquant, enfin en tout cas 3e derrière. Comme ça, s'il y a une blessure, t'es sur le banc et puis tu peux peut-être flairer un peu le bon coup d'aller jouer en Ligue 2. C'est un petit peu la politique que va mener le Stade de Reims cette année concernant sa politique de la réserve. Derrière, Épernay, Cormontreuil, c'est costaud et ça va le rester. Ça va donner une poule de R1 l'année prochaine, même si j'ai entendu aussi que tout allait être évité pour que la baie du Stade de Reims et que le CSSA tombe dans la même poule de R1 au Miris, mais ça reste à prouver. Pour moi, ça reste difficile de dire on les met pas dans la même poule alors que tu vas aller à Cormontreuil, Épernay et Neuvillette. Mais bon, ça reste des suppositions. Ça fait quand même un très très gros groupe l'année prochaine, messieurs. Ouais, effectivement. Tu le savais, c'était à toi de t'éviter ça. Et en même temps, parce que Robin, le fait d'avoir un gros groupe comme ça, avec Locpam qui monte de R2 en R1 et qui est en train aussi de recruter des joueurs en leur disant tu vois, tu vas jouer en réserve, mais si ça se passe bien, si on a des blessés, tu vas monter en N2, etc., etc. Est-ce que finalement le fait de ne pas avoir un groupe très très relevé comme ça va pas mobiliser tout le monde très très rapidement? C'est sûr que là, tu pourras pas dire ouais, il faut pas. Enfin, tu pourras pas dire que tu as été surpris par le niveau des barrages après avoir roulé sur tout le monde pendant la saison régulière, parce que là, pour rouler sur tout le monde pendant la saison régulière, il faudra être costaud l'année prochaine parce que le groupe il est monstrueux. En plus des équipes dont tu as parlé, c'est vrai que tu rajoutes 2 derbys de plus avec Locpam, comme tu disais, donc toujours Bonny qui sera là aussi, donc ouais, ça va être costaud, se remobiliser. J'imagine que quand tu vois la poule que tu vas affronter l'année prochaine, t'as pas besoin de grands discours pour te remobiliser, quoi. Ça met quand même une claque, on le cache à personne, cette non-montée, ce maintien en R1. Moi, ça m'a fait réfléchir aussi. Tu te dis, finalement, le constat qu'on tire, c'est qu'on est en train de construire très très vite, d'inclure des gens au fur et à mesure, de faire entrer. Ça va peut-être un peu vite. Je me suis dit, tiens, est-ce que je suis pas, moi, en tant que supporter, prêt à attendre que peut-être passer 2-3 saisons pour que les choses se construisent au fur et à mesure, que comme le disait Jean-Pierre sur le live, on construise un vrai groupe au fur et à mesure, fasse peut-être venir l'avènement de certains joueurs. Je vous pose la question sur le live, vous allez me dire aussi, Donald, je vais te poser la question, Mathéo aussi, quel doit être l'objectif du CSSA la saison prochaine? J'enfonce peut-être une porte ouverte, la montée ou rien, construire sur le long terme. Genre, on va repartir sur un cycle pour espérer aller encore plus loin que la N2, peut-être un peu plus rapidement sur le long terme. Ou alors les deux à la fois, mais bon, c'est 10 fois plus dur, quoi. Donald? Ils ont déjà normalement commencé à construire sur le long terme quand ils ont démarré cette équipe cette année. Donc c'est de toute manière c'est la montée ou rien. C'est évident. Y a pas, ils vont pas foutre les 11 joueurs dehors et puis tout recommencer. Non, c'est sûr que non. Donc on continue sur le long terme. Ok, Mathéo, tu la même vision de la chose ou alors tu te dis tiens, si on pouvait construire et prendre de l'élan, ça serait pas plus mal? Non, la saison prochaine, on est obligé, pour moi, on est obligé de monter. L'objectif du club, c'était, le projet quand Teddy Pellerin est revenu, c'était le projet 4 ans pour retrouver la N2 avec une année de bonus. Et pour moi, la saison prochaine, on sera dans cette année de bonus. Et il faudra pas oublier aussi que pour le moment, on a un investisseur, c'est bien, mais qui dit que il va vouloir, lui, à mon avis, son objectif, c'est pas de s'éterniser en Régional 1 et de mettre de l'argent en Régional 1. Ouais, je comprends. Elle fait mal, cette interview d'il y a 2 ans. Vous savez, j'en ai marre qu'on me reclaque ce truc du projet ardennais. On dit, il a bon dos. À chaque fois qu'il y a un truc qui se passe mal à Sedan, on dit, il a bon dos le projet ardennais, il a bon dos le projet. Ouais, je pense qu'il y a un moment donné, c'était une orientation qui a visiblement pas été prise sur les 2 dernières années, et que la logique aujourd'hui est tout autre à l'intérieur du club, et la philosophie est tout autre à l'intérieur du club. On l'a vu cette saison, de toute façon, que les jeunes Ardennais de la saison dernière qu'on fait monter le club n'ont pas vraiment joué cette saison, quoi. Donc ça, projet Ardennais, pour le moment, c'est qu'illusoire. Est-ce que finalement le risque c'est pas la fuite des talents, mais de la réserve, j'entends par là. On parlait de Zanier, Marquez qui s'en vont, il y en aura certainement d'autres, je pense notamment à un Tom Noël qui n'a pas joué un seul match de la saison et qui n'a
qui a pas eu sa chance du tout, même quand il y a eu des petits moments de doute ou de flottement par rapport à des blessures sur le côté droit. Hamidou Traoré qui a fait un peu l'aller-retour, et Axel Villiers bien évidemment, même si pour le coup c'est un peu moindre parce que forcément la défense centrale a été tellement solide qu'il y a moins matière à parler là-dessus, mais genre Patrice Soucia, Flo Boli qui a fait un peu l'aller-retour Adem de temps Zegdan. en temps, Adem Zegdan aussi qui a été utilisé parfois comme arrière gauche, mais est-ce que finalement le risque c'est pas, le vrai risque pour le CSSA c'est pas cette fuite des talents et de l'ADN du club? Après, il a été Ah, si, provoqué, cette fuite. Faut pas s'étonner, comme tu le disais, on n'a pas laissé la chance à l'équipe réserve de s'exprimer en R1 en privilégiant un recrutement extérieur. À partir de là, tu savais que même s'ils montaient en R2, c'est des joueurs qui aspirent pas forcément à faire du R3, du R2. C'est des joueurs qui aspirent à faire du R1, voire du N2. Donc, ce serait pas étonnant. Mais c'est quelque chose que le club a provoqué. Et c'est une erreur pour moi qu'on avait déjà faite par le passé et dont on n'a pas appris. Moi, j'ai le souvenir de la période du Bois où on a laissé partir beaucoup de jeunes et qui sont allés après, notamment à Prix-les-Mézières, à Bonny-sur-Meuse, qui sont allés ailleurs. Et j'ai l'impression qu'on est en train de revivre exactement la même chose. Il y a la page Facebook Le Petit Sanglier là qui nous dit que l'OCPAM va avoir quelques Sedanais prochainement à l'essai. Voilà. À suivre effectivement. Je rebondis aussi sur un commentaire de Steve sur le live qui nous dit: tu joues en N2 à l'OCPAM, tu joues devant 200 spectateurs à tout claquer quand tu sais que le voisin Sedanais attire 2-3 000 personnes. Oui, alors il faut savoir quand même que dans l'histoire du CSSA, il y a quelques joueurs qui n'ont pas signé pour 50 balles par mois. Il y a des mecs qui ont dit non à Sedan pour aller jouer ailleurs parce que Sedan leur proposait 50 € de moins par mois. Je sais pas si vous imaginez un peu. C'est vous dire à quel point il y a certains joueurs dont la communauté, c'est pas qu'ils s'en fichent, mais c'est que il y a un moment donné, les carrières sont courtes et quand tu peux prendre 850 € par mois au lieu de 800, visiblement ça compte plus d'aller prendre les 50 € en plus. Il faut pas, je trouve, oublier cette dimension financière du football. Mais c'est vrai je trouve qu'on n'en parle pas assez dans des VCR aussi. Il faut pas oublier qu'en R1, il y a des contrats fédéraux là à Sedan, ça c'est clair. Mais il y a aussi des joueurs qui touchent un billet systématiquement quand ils jouent en prime de match ou alors en fixe. Je crois que le seul club où c'est zéro, c'était Saint-Mézières cette année, où ils nous avaient dit que eux ils donnaient rien du tout, ni prime de match, ni fixe à aucun joueur parce qu'ils n'avaient pas du tout les moyens de le faire. Mais voilà, il y a quand même une dimension financière qu'il faut pas omettre. Et puis, quand tu as 20 ans, aller jouer à l'OCPAM, oui, devant 200 spectateurs, oui, mais tu vas jouer en N2 quand même. Alors, enfin, N3, bien évidemment cette année, mais il y a des joueurs qui ont des carrières et qui veulent essayer de faire des choses. Le départ de Teliosani à Messancy, en Détroit belge, il n'est pas hasardeux non plus. La Détroit belge, c'est un championnat qui est regardé depuis le Luxembourg, depuis la Belgique, et Telio, à un moment donné, il pense certainement aussi à sa carrière. Il se dit pas, ouais, mais l'année prochaine, ça va peut-être être la même chose et je vais jouer devant 2000 personnes. Je pense que nous, ça nous fait rêver parce qu'on se dit, c'est trop bien, du Goguez, etc. Mais les joueurs ont, à mon avis, une autre perception, en tout cas ceux qui sont en début de carrière ou en pleine carrière. Et puis il y a aussi l'aspect épanouissement personnel. Tu parles d'un Teliosani, mais je pense que c'est valable pour plein d'autres. Je pense que vous parlez de l'OCPAM aller jouer devant 200 spectateurs, ce qui est pas beaucoup, ce qui est famélique, mais en fait, est-ce que tu préfères aller jouer devant 200 spectateurs et prendre du plaisir tout au long de la saison ou jouer devant un public hyper nombreux et au final ne pas être forcément heureux? Sur la durée, je pense que le choix il est assez limpide pour tout le monde, quoi. Après, je pense que tout ça est secondaire. Il y a aussi l'entourage des joueurs qui est pris en compte. Et quand on leur demande est-ce que tu préfères habiter à Sedan ou alors aller jouer à Cormontreuil et habiter sur Reims, peut-être que plusieurs familles préfèrent aller habiter sur Reims que sur Sedan. Ouais, je pense qu'il y a un tout en fait. Il y a un tout. On oublie, je trouve aussi trop souvent que les joueurs s'entraînent 4 fois ou voire 5 fois dans la semaine pour les clubs comme l'OCPAM, etc. Et le match, ça n'est qu'une bribe de leur semaine de sportifs en fait. Et ça c'est pareil. Les entraînements, la manière dont on s'amuse à l'entraînement, dont on n'est pas usé psychologiquement aussi en chiant parfois parce que il y a des entraîneurs. Alors je connais pas, je suis pas allé à un seul entraînement du CSSA cette année, donc
aucun rapport avec ceux d'Élise, hein, mais il y a des entraîneurs où on sait que les mecs ils se marrent pas, quoi. Alors vous me direz, ils sont payés pour, etc., etc. Ça n'empêche que je pense qu'à la fin de l'année, quand on a bavé 4 fois par semaine, comme dit Robin, que t'as pris aucun plaisir à jouer, t'as peut-être aussi envie de trouver, en fonction de tes intérêts à toi, de ton âge, de ta manière d'aborder le football, peut-être d'autres challenges et d'autres opportunités, bien évidemment. Il y a Xavier qui nous dit 80% de l'équipe réserve à un niveau 5-6e place de R1. Il faut savoir quel est l'objectif milieu de R1 ou la remontée. Je vois souvent cet argument. Je ne sais pas comment on peut se baser sur le fait que 80% de l'équipe réserve à un niveau 5-6e place de R1. Oui, Axel Villiers a été en difficulté face à l'OCPAM en Coupe de France, mais bon, c'était la N3 de l'OCPAM. Derrière, et contre Étanges, ça s'était plutôt bien passé sur son côté quand il avait été aligné lors de la première journée. Mais voilà, il y a Bertrand qui nous dit aussi sur le live, Koulibaly n'est pas... Enfin, Kalidou Koulibaly, j'aime pas quand on appelle les gens par leur nom. Kalidou Koulibaly n'est pas pour prendre son temps et jouer en R1, il faut monter, il n'y a pas d'autre alternative. Ils vont pas se contenter de ce que l'on a vu cette année. Perdre déjà une année en R1 avec l'investissement mis, ce n'est pas acceptable. Ouais, alors... Je sais pas. Je pense que Kalidou Koulibaly est quelqu'un d'assez calme et d'assez posé. Je pense que c'est quelqu'un qui est mûr et qui ne prend pas de décision abrupte. Moi, je l'ai rencontré 2 fois. On n'a pas discuté des 1000 et des 100, mais j'ai senti quelqu'un quand même de plutôt réfléchi, de plutôt posé et qui sait bien que c'est pas parce qu'il fait un chèque à la fin de l'année que automatiquement ça va être le truc de ouf à la fin de la saison et que tout va bien se passer. Je pense qu'il est surtout très très bien placé pour savoir ce qu'est le football, quels sont ses enjeux et quelles peuvent être ses désillusions. Tanguy qui nous dit la R1. Vas-y Robin, vas-y, pardon. Je trouve que ce que tu viens de dire, ça illustre assez bien le problème, je trouve. Parce que on parle de Kalidou Koulibaly, mais en fait, au final, on fait des suppositions, mais on n'en sait rien, en fait, quel est son projet, quel est le projet. On sait qu'il est aussi très accompagné au quotidien, puisque lui, il est en Arabie Saoudite, il est très accompagné par son frère aussi. On sait pas, en fait, ce qu'ils veulent, où ils veulent aller. Alors, faire remonter le club, oui, ça, j'imagine qu'ils veulent pas rester toute leur vie en Régional 1, mais du coup, c'est quoi leur volonté finale, leur but ultime avec Sedan? On sait pas. Ce serait Donc, intéressant. ça rejoint ce que je disais tout à l'heure au début en disant que pour moi, ça manque de clarté à tous les niveaux. Alors, je pense que c'est vrai que maintenant que tu le dis, je trouverais utile que qu'ils disent clairement ce qu'il veut, faire remonter le club, effectivement. Je me demande souvent aussi dans les émissions à quel moment les gens seront satisfaits, tu vois. Enfin, Ligue 2, Ligue 3, on sait jamais trop, tu vois. T'en as qui vont se satisfaire de la N2, d'autres qui vont se satisfaire de la Ligue 3, etc. Au fond, personne ne sera jamais satisfait. Je pense que c'est le CSSA est un club qui, à la manière de Bourges avec Sadio Mané, pourrait être un club à l'avenir qui pourrait permettre de faire venir des talents africains, de faire du trading de joueurs, de lancer des joueurs peut-être vers le monde pro et de faire profiter un petit peu au CSSA des talents, notamment au Sénégal, avec la filière sénégalaise, etc. Enfin, par rapport à ça, et ça pourrait permettre à Sedan de vivre en N1, en Ligue 3, et éventuellement avec ce type de projet. Et puis, je pense, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, Donald, je sais pas si tu as le même ressenti par rapport à ça. Les intentions sont de faire jouer le CSSA à haut niveau, mais au fond, on sait pas trop pourquoi. On sait pas trop pourquoi. Si, parce que c'est là où est sa place. Sedan est un club, de toute façon, quand tu vois son public et tout, il n'a rien à faire au Régional 1. Donc l'exigence des supporters d'y retourner le plus vite possible, elle est tout à fait légitime. Et évidemment qu'on peut pas se satisfaire de rester au Régional 1. On peut dire que oui, la passion s'arrête pas une division, et oui, on reste là. Mais la vérité, c'est qu'on rêve tous de revenir au niveau. La place qui est celle de Sedan, c'est pas là où elle est aujourd'hui. Oui, non, mais ça, je l'entends. Ce que je veux dire, c'est par rapport à Kalidou Koulibaly, en fait, aux intentions qu'il a. Tu vois, tu fais. Oui, il l'a dit. Il l'a dit clairement que l'objectif, quand il est arrivé au club, en tout cas, c'était de monter le plus rapidement possible, au moins au niveau national 2, donc qui est maintenant la nationale 1. C'est ça. Et c'était l'objectif de le faire. Donc, on avait une année de battement. Pour y arriver. L'année de battement, on vient de la prendre dans la vue, donc ça veut dire que maintenant tu es censé monter et remonter encore l'année prochaine pour atteindre l'objectif fixé au départ. Ouais. C'était l'objectif. Il y a Guillaume sur le live qui nous dit: ne vous leurrez pas,
Sedan sans investisseur et au vu de sa démographie et activité économique est à sa place en R1. Non, je pense pas. Oui. Non, je pense pas. Je pense que c'est un peu sous-estimer les Ardennes et un peu sous-estimer les richesses du département que de dire que Sedan est à sa place avec un budget pour le maintien de 300 à 400 000 euros annuels. Je pense que Sedan a une place en N2 avec l'ensemble des entrepreneurs, etc. Parce qu'il faut maintenant, aujourd'hui, le million d'euros pour pouvoir s'en sortir et être sûr de se maintenir au premier niveau national, enfin premier niveau en allant vers la Ligue 1. Mais c'est vrai que c'est quand même, ça serait quand même difficile d'aller au-dessus. Robin, tu voulais rajouter ? Non, j'ai tout dit. Ok, ça marche. Messieurs, pour ponctuer ce débat, je voulais vous dire, je me suis dit comment on pourrait conclure cette saison parce que c'est quand même compliqué. Il y a ce côté déception, mais en même temps, il y a des bonnes nouvelles aussi. Il y a la reprise des réseaux sociaux, le fait que les choses rentrent dans l'ordre petit à petit et visiblement dans l'ordre, il fallait en remettre cette saison et ça va continuer de le faire. Une note pour cette saison, je vous pose la question sur le Facebook, 10 sur 10, 8 sur 10, 6 sur 10, 4 sur 10. Vous votez, vous commencez à voter vous. Tout de suite, messieurs, il me faut la réponse et puis l'argumentation. Mathéo, ta note de la saison pour le CSSA. On n'a pas entendu. Il y a eu un gros bruit. 6 sur 10. 6 sur 10. Parce que voilà, on a réussi, on a été champion, ok, mais on n'a rien fait de plus malheureusement sur le terrain. Après, il y a la bonne nouvelle du site, des réseaux sociaux, mais ça va pas plus loin pour moi. Ok, Julien. 5 sur 10, parce qu'on a fait que la moitié du chemin en étant champion, mais en ne montant pas en barrage. Julien, il a mis la tête dans le climatiseur. À mon avis, la température dans l'appartement a dépassé 32. Il s'est dit, allez, c'est bon, j'en ai rien à foutre. Je vais mettre la tête dans le climatiseur. 5 sur 10 pour Julien. Donald, la note de la saison. Je vais quand même mettre un 7 sur 10. On a été champion. On gagne pas les barrages. Après, on peut pas mettre plus que ça, vu qu'à chaque fois qu'on a joué des équipes qui avaient le niveau, on n'a pas été foutu de les battre. Donc, on est bon contre les mauvais et on contre les bons. En tout cas, c'est le bilan de cette année. Ouais, et puis on va dire que les 3 points qui manquent à ta note, Donald, c'est ceux qu'il aurait fallu pour évoluer en N2 l'année prochaine en battant l'AS Nancy-Lorraine. Ouais, voilà, par exemple. C'est poétique. Bon, mais aussi, il aurait fallu battre Épernay, il aurait fallu battre Cormontreuil, il aurait fallu battre Thionville, il aurait fallu qu'on soit au-dessus de ces équipes-là, et on ne l'a pas été. Bon, Robin, ta note de la saison ? Je vais dire 6 sur 10 aussi. 6 sur 10 aussi. On est sur ça, je pense que... Tu veux argumenter, Robin ? Je trouve que 7 sur 10 c'est trop bien payé et à la fois je trouve que 5 c'est trop sévère parce que tu peux pas occulter tout ce qui a été bon non plus. Je pense à la réserve, je pense aux jeunes, je pense à ce titre de champion de R1 aussi. Donc faut pas non plus voir que du négatif partout, mais le but in fine c'était la montée et de ce point de vue-là tu peux pas mettre plus que 6 de mon point de vue en tout cas. Ouais, bon, ça me paraît. C'est la note qui ressort le plus sur le live, sur le sondage. Vous êtes 69%, les amis, à donner 6 sur 10. Il y a quand même quelqu'un qui arrive à voter 10 sur 10. Je sais pas qui c'est, mais il est visiblement très très satisfait avec cette saison du CSSA. 69% à donner la note de 6 sur 10. Il y a un sondage aussi qui m'avait marqué moi la semaine dernière. Vous étiez plus de 90% à dire que ce demi-échec, ou en tout cas cet échec, cette saison de la non-montée ne remettait aucunement en cause la fibre de supporters. Je me souviens de Donald qui avait dit non, bien évidemment que non, on sera toujours derrière le club l'année prochaine. Il y a de la déception évidemment, mais c'est pas non plus un drame. D'ailleurs, tiens, je voulais revenir sur un truc la semaine dernière, là, je sais pas, de toute l'émission. Oui. T'avais parlé de moi sur le fait que j'avais un petit peu lâché au moment du dépôt de bilan, oui. Du passage de la NSL. Tu te souviens c'est pas de ça tout à fait vrai. J'ai lâché DVCR à ce moment-là. J'ai jamais lâché le club. J'ai pas parlé du club. J'ai dit quand on a dit qu'on reprenait l'émission et qu'on y allait, Donald nous a dit les gars, il me faut un petit peu de temps avant de revenir parce qu'il faut que je digère.
déjà, il y avait le côté je digère et il y avait aussi le côté à quoi va-t-on servir avec notre émission quand on va aller parler de matchs de R3 que plus personne ne suivra à part les 50 supporters irréductibles qui va rester. C'était ça dans mon état d'esprit. Jamais j'aurais pensé que l'engouement resterait aussi fort. J'avais pas parié là-dessus. Je connaissais mon club. Je savais que moi, je continuerais de le suivre. Mais je pensais vraiment que les gens allaient abandonner après un deuxième dépôt de bilan en si peu de temps. J'y croyais plus, donc je dis je vais continuer, mais de là à continuer une émission, un podcast sur des joueurs que plus personne ne connaît, bon, j'y croyais pas une seconde, et vous y avez cru, et évidemment, bravo pour ça. Ouais, je crois que l'Ardennais, alors sans pour autant vous refaire le couplet des forges et de la métallurgie et des années 70. Je crois que quand tu es Ardennais, Ardennais et que tu vis dans le département des Ardennes, tu es un peu obligé de faire preuve de résilience et puis de ne pas lâcher. En fait, c'est des choses qu'on nous apprend au fur et à mesure de nos enfances, de notre vie. Et ouais, effectivement, il se passe des choses cool. Et je suis persuadé, tiens d'ailleurs, je vous donne la date, 23-24 août, c'est la reprise du championnat de R1, week-end du 23-24 août. Je suis persuadé que tout va chauffer, que les gens vont revenir derrière sur les matchs amicaux, qu'on va apprendre à connaître de nouveaux joueurs aussi, qu'on va retrouver les anciens avec grand plaisir. Tu citais tout à l'heure Yanis Kenchoul. Je prie tous les jours à l'église de Rethel pour que Yanis Kenchoul refasse une saison avec le CSSA. Et croyant toi. Non, ouais, je crains, religion verte et rouge. Non, mais j'aimerais vraiment voir ces mecs-là heureux et continuer de les côtoyer aussi. Et je suis persuadé que le 23-24 août, il y aura 2500 personnes au stade à Dugoguès, voire même plus. Je serais pas surpris que les affluences soient meilleures que l'année dernière, encore une fois, parce que ça revient, parce qu'on est encore dans cette énergie de on revient après la R3, que on lâchera pas. Il y a Nicolas qui nous dit la semaine à l'usine, le samedi à Dugo, le classique. Ouais, effectivement, non mais on est là-dedans. Alors peut-être pas dans les usines, c'est peut-être un peu voilà, il y en a qui sont encore, bien évidemment, mais je pense qu'on a cette culture-là et c'est pas parce que tu montes pas cette année qu'il y a de la déception là sur le court terme que ça va empêcher et que tout va s'effondrer. Loin de là. Messieurs... Ça me rappelle quelque chose parce que le commentaire là sur l'usine, là, j'ai une petite anecdote à 2 balles, mais je la raconte quand même. Vas-y. En fait, quand j'étais supporter avec le mégaphone à l'époque dans le Cap Vert et Rouge quand on jouait en Ligue 1, et TF1 avait une émission qui s'appelait Vie ma vie, dans laquelle où il y avait un mec qui allait faire le métier de l'autre et l'autre qui faisait le métier de l'un, et il faisait 1 heure d'émission là-dessus. C'est un peu les premières télé-réalités, quoi, tu vois. Ouais. Et un jour, je reçois un appel d'une personne qui était responsable du casting de cette émission-là, qui dit bonjour, c'est bien vous. Alors, je dis oui, c'est moi et tout. On voudrait faire un Vive à vie. Vous allez dans la jet set, et puis le mec de la jet set, il vient à l'usine là où vous travaillez. Je dis mais moi je travaille pas à l'usine. Vous êtes bien supporter de Sedan, oui. Et vous travaillez pas à l'usine? Non. Genre, ils avaient fait le raccourci, c'était forcé, c'était obligatoire, quoi. T'es supporter de Sedan, t'étais forcément un mec qui bosse à l'usine. Alors, je suis comptable. C'est pas dévalorisant, mais... parce que vous savez compter, monsieur. Ouais, c'est ça. Incroyable. Là, ils se sont montés un film complet sur les bouseux des Ardennes. Incroyable, ouais. Bienvenue à TF1. Bon, les amis, quelques messages pour finir. Greg qui nous dit sur le live, au premier match l'année prochaine, on sera tous remontés comme des pendules. Bien évidemment qu'on sera remontés comme des pendules, c'est sûr. On va prendre quelques semaines de repos tranquillement. Et puis derrière, ça va rattaquer, c'est sûr. L'odeur des matchs amicaux, la petite bière avec les copains au bord du terrain en observant les premiers joueurs, le calendrier, toutes ces choses-là, ça va revenir. Et derrière, je suis sûr que ça va repartir, c'est sûr et certain. Il y a Tony qui nous dit le club est passé quand même près de la banqueroute. Les supporters veulent voir leur club en vie, bien évidemment, avec une identité ardennaise, des mecs qui jouent au football et qui mouillent le maillot. Cette année, je pense qu'on n'en était pas loin. Il manquait quelques petits ingrédients et ça le fera dans les années à venir. Messieurs, le mot de la fin, je vous le laisse. Cette fois-ci, on fait un petit tour de table de fin, comme ça, 10-15 secondes, sur ce que vous souhaitez, sur, je sais pas, moi, si vous voulez faire une petite dédicace à votre mère, j'en sais rien, enfin bref, peu importe. Mais le mot de la fin, et c'est Donald qui finira, les gars, comme ça, on finira en beauté. Robin, ton mot de la fin de cette saison des VCR. Gros bisous à maman si tu m'écoutes, je t'aime.
Elle écoute DVCR, ta mère. Incroyable. Mathéo. Moi, je voulais vous remercier, vous, à DVCR, de m'avoir accueilli cette saison. Voilà, merci beaucoup pour tout ce que vous dégagez, pour tout ce que vous nous apportez chaque week-end. Donc voilà, c'est un plaisir d'avoir rejoint cette équipe. Tu seras avec nous l'année prochaine. Bien sûr. Il faut, si tu le veux, il nous faut. Je peux te seul à décider. Il nous faut quand même un mec qui tape sur l'épaule de l'homme du match. Ça, c'est quand même. La dédicace. On en a eu des innovations cette année. Hein. Mais alors celle-là, je peux te dire que c'est top 3. Julien, tes souhaits pour l'année prochaine? Moi, ma mère, elle écoute déjà DVCR, elle passe même au bout d'une quiz, donc je vais pas lui faire un bisou. Non, c'est pareil, remercier toute l'équipe. Moi, c'est ma 2e saison au sein de DVCR. C'était toujours un plaisir, hein, que ce soit le lundi soir ou quand j'ai l'occasion de revenir dans les Ardennes, de partager tous ces moments. Même les auditeurs aussi qui envoient des messages sur le chat ou parfois en privé, vraiment remercier tout le monde. Et aussi, il y a un petit Google Form qui circule actuellement sur DVCR. N'hésitez pas à voter pour Julien, pour votre chroniqueur préféré. Voilà. Surtout, n'hésitez pas. Hein, ça me ferait vraiment très plaisir. C'est fini, c'est clos. Voilà, je vous souhaite à tous un bon intersaison. Et puis rendez-vous fin août, pour la nouvelle saison. Bien évidemment. Donald, le mot de la fin pour toi. Moi, mon mot de la fin, il est plus personnel. Je vais faire un gros coucou à mon pote Romaric. Qui apparemment est sur des projets différents pour la saison prochaine et qui nous suivra peut-être pas. Donc, je voulais remercier, quoi qu'il arrive, qu'il décide de rester avec nous ou pas, pour les 3 ans. Voilà. Bon, on le salue, Romain, mais il revient quand il veut à l'antenne, bien évidemment. Les amis... Si tu me permets, Thibaut, je vais le faire sérieusement quand même. Vas-y. Non, je voulais quand même, moi aussi, vous remercier parce que c'est vrai que c'est ma 2e saison ici dans les Ardennes, c'est ma 2e saison complète que j'ai vécue ici, donc c'est vrai que c'est l'occasion de dire que j'ai rencontré avec vous des gens vraiment hyper passionnés et franchement, honnêtement, j'ai découvert vraiment une culture du ballon rond, notamment à Sedan, et franchement, ça fait vraiment très très plaisir de rencontrer des gens comme vous, donc merci pour tout, et aussi merci au peuple sedanais pour les émotions, parce que c'est à chaque fois des grosses émotions. Ouais, il s'en passe. Merci à toi, Robin. Merci, messieurs. Merci à l'ensemble des chroniqueurs qui sont intervenus cette saison. Moi, je vous remercie toutes et tous, amis auditeurs, amis partenaires, amis adhérents de Drapeau Vert Carton Rouge. Ça a été encore une fois un vrai plaisir que d'animer chaque émission de cette 4e saison. Putain, ça va faire bizarre quand on va attaquer l'année prochaine avec la saison 5 déjà. Mais ce sera toujours un grand plaisir. Je vous souhaite un excellent été. Je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. Bien évidemment, tout cela ne reste que du foot. L'important, c'est la santé. L'important, c'est d'être heureux dans sa vie. Et quand on est supporter sedanais, on ne lâche jamais. On est conscient qu'on vous retrouvera en début août pour les nouvelles, les matchs amicaux et que la saison va repartir et que on retrouvera les copains au bord du terrain et c'est bien là l'important et on sera tous, c'est sûr, tous derrière Sedan. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à toutes et à tous. C'est la fin de ce DVCR 4.37, les amis. On a hâte de vous retrouver pour la suite des aventures des Verts et Rouges. Et d'ici là, surtout, allez Sedan! Allez, Sedan! Allez, Sedan!